Parler du Parrain, c'est parler de l'histoire du cinéma. Il y a clairement un avant et un après en matière de films de gangsters. Un film qui changea même la vision que la mafia se faisait d'elle-même. Un film qui est considéré par beaucoup comme leur film préféré, voire même comme le meilleur film de tous les temps. L'est-il vraiment? C'est un peu plus compliqué, on reviendra là-dessus évidemment tout de suite après. Le Parrain a été réalisé en 1972 par Francis Ford Coppola. S'il y a un homme qui a personnifié la mafia italo-américaine pendant des années, c'est bien Al Capone. Al Capone était installé à Chicago et son organisation, le célèbre Chicago Outfit, avait l'originalité d'être composée de personnes de diverses origines. C'est à Al Capone qu'on doit le fait que le mot mafia soit rentré dans la culture populaire. Puis vient un certain Mario Puzo. Né le 15 octobre 1920 à New York et mort le 2 juillet 1999 à Bayshore, Mario Puzo est le fils d'immigrés napolitains et connu dans le monde pour deux raisons majeures. La première est qu'il a été le scénariste et co-scénariste de films comme Superman 1 et 2, ou encore pour l'adaptation de son propre roman le plus célèbre, The Godfather, ou en français, Le Parrain. Livre que j'ai évidemment lu à l'occasion de cette vidéo. Le livre, publié en 1969, soit 3 ans avant le film, avait certes connu un certain succès, mais il avait surtout été remarqué pour la manière dont il décrivait le monde de la mafia. Quoi qu'il en soit, il doit son succès et surtout son aura au film qui suivra. En 32 chapitres et 483 pages, le roman raconte basiquement le premier film, mais contient des éléments qui serviront de base à l'élaboration du second. On peut le dire sans autre, le film est une adaptation très fidèle du roman. Évidemment parsemé de plusieurs différences, mais la plus notable est que le livre prend le temps de développer largement les personnages secondaires. Le roman devenant ainsi très psychologique, et ainsi nous savons comment ces personnages vivent leur quotidien, ou encore leur parcours et ce qui les a amenés là où ils en sont. L'une des histoires notables qui est développée est la jeunesse de Vito Corleone qui sera reprise sous forme de flashback dans le second film. Mais soyons honnêtes, le livre se perd beaucoup trop à développer des tranches de vie de personnages secondaires. Ainsi, le personnage de Johnny Fontaine, bien qu'intéressant et sur lequel nous allons revenir, est beaucoup trop développé dans le livre. Ce qui fait que l'on perd de vue la trame principale. Et donc, du coup, chose assez rare pour le préciser, pour une fois, le film est plus réussi que le livre duquel il est tiré. Alors, le livre en lui-même fonctionne très bien en tant qu'univers étendu, un peu comme pour Star Wars, si on veut plus développer l'univers, les personnages, des choses qui gravitent autour. À ce niveau-là, le livre est très intéressant et je vous le conseille, mais dans l'absolu, je le trouve inférieur au film. Mais si par exemple vous voulez savoir comment Al Capone et Don Corleone se sont affrontés, il n'y a pas le choix, il faut passer par la case littérature. Pour citer son auteur, les histoires de crime faisaient partie de la culture. Il y a une ou deux choses que j'ai vues étant petit et qui ont fini dans Le Parrain. Le livre, bien que fictif, s'inspire de différents faits réels et de personnalités. Ainsi, le personnage de Vito Corleone est inspiré du gangster Carlo Gambino, un homme à l'aspect modeste, tranquille et poli et qui n'haussait jamais le ton. Il n'alla jamais en prison et mourut âgé d'une crise cardiaque. On dit que son enterrement a réuni près de 1000 personnes, y compris des chefs de police, des politiciens et des citoyens. Mais dans le fond, Carlo Gambino était un gangster froid qui s'enrichissait du racket et de la prostitution. Le personnage de Vito Corleone est aussi inspiré du gangster Frank Costello, qui lui aussi refusa la vente de stupéfiants et déclara une guerre des gangs. Pour la petite histoire, Costello détestait le roman de Mario Puzo. Michael Corleone est quant à lui inspiré de Lucky Luciano, considéré comme le père du crime organisé moderne aux États-Unis. Connu aussi pour avoir acquis des biens légaux à coups de chantage, de corruption, voire de violence en cas de besoin. Lui aussi a dû s'exiler hors des États-Unis, à Naples, où il trouva une femme 20 ans plus jeune que lui. Il alla aussi à Cuba faire des affaires ainsi que des réunions de gangsters, mais ça c'est plus une inspiration pour le second film, nous sommes d'accord. Mario Puzo lui-même ne croyait pas forcément en son roman, mais le souci c'est qu'il avait contracté une dette de jeu de 10 000 $, une dette qu'il devait à la mafia justement. Il a tout de même réussi à vendre les droits d'adaptation du roman avant même sa publication avec quelques 20 pages écrites seulement, car il a eu la chance de rencontrer le producteur Robert Evans lors d'un événement. Les droits furent achetés pour quelques 12 000 $. C'était un pari assez risqué puisque les films de gangsters étaient passés de mode depuis longtemps, et la Paramount avait déjà connu l'échec des frères siciliens avec Kirk Douglas. Le but des producteurs était cette fois de faire un film pour la communauté italienne, un film qui transpire l'italo-américain avec le plus de personnes possible d'origine italienne, que ce soit un film, je cite, qui sente l'odeur des spaghettis. En effet, la plupart des films qui avaient été tournés auparavant étaient des films qui n'étaient pas faits par des gens d'origine italienne, et cette fois-ci, il fallait vraiment faire ressortir cette mafia italienne avec des habitudes italiennes.
Pour la petite histoire, le producteur qui avait utilisé cette expression de sentir l'odeur des spaghettis avait nié cela par la suite, disant que c'était stupide. Il n'empêche que c'est resté dans l'histoire et que certains affirment encore qu'il l'a réellement dit. À cette époque, les producteurs se sont tournés vers un réalisateur italien qui faisait énormément parler de lui grâce à ses westerns, et au passage un de mes idoles, un certain Sergio Leone. Cependant, il refusa car l'histoire était trop romantique envers les mafieux avec leur sens de l'honneur. Ils étaient montrés trop sur un bon jour. Plusieurs versions de cette anecdote existent pour raconter la suite des événements. Certains disent que le réalisateur italien vit le résultat final du Parrain et se mordit les doigts de son refus, et ce fut ce qui le motiva à créer son Parrain, à savoir Il était une fois en Amérique. D'autres versions affirment que Sergio Leone avait déjà en tête Il était une fois en Amérique, et qu'en réalité il refusa le Parrain parce qu'il savait déjà ce qu'il voulait faire, quelque chose de différent du Parrain justement et de cette vision romantique des mafieux. Après moult tergiversations, la réalisation échoua dans les bras d'un réalisateur d'origine italienne, Francis Ford Coppola. Une personne à la base peu intéressée par le projet, mais son ami, un certain George Lucas, le poussa à accepter pour rembourser les dettes de leur société de production, à savoir American Zoetrope, qui avait accumulé des dettes avec la Warner Bros. Le Parrain, à la base, devait être une petite série B sans grand budget, environ 1 million de dollars. Mais le fait que Coppola voulait absolument faire un film qui se passait à la même époque que le roman, à savoir dans les années 40, qu'il y ait une partie du film qui se passe en Sicile et qui soit tournée en Sicile, ont un peu fait exploser le budget. Cependant, en voyant les premiers jets, les producteurs ont bien compris qu'ils avaient là un gros truc qui se préparait et avaient déjà commencé à envisager la suite. Évidemment, cela ne s'est pas fait au début, mais peu à peu. Il faut savoir que Le Parrain est un quasi-miracle, car en effet, si déjà faire un bon film est une chose assez difficile, le faire dans de telles conditions est quelque chose d'encore plus compliqué. En effet, les producteurs étaient souvent opposés à la vision de Francis Ford Coppola, que ce soit au niveau des acteurs, du scénario ou de plein d'autres choses. Comment a fait Francis Ford Coppola pour finalement imposer sa vision du film tout en explosant le budget ? Eh bien, tout simplement parce que le réalisateur a utilisé une méthode qui pourrait se rapprocher de celle de la terre brûlée. En effet, le réalisateur qui connaissait cependant déjà l'industrie hollywoodienne a utilisé une méthode que je ne conseillerais personnellement pas à un jeune réalisateur, mais qui dans ce cas-là a bien fonctionné. Il faut savoir que lorsqu'un réalisateur commence à manquer de budget mais qu'il a déjà tourné une bonne partie du film, souvent les producteurs refusent d'allonger plus d'argent. En effet, le film est déjà pratiquement tourné, il est déjà pratiquement exploitable. Comme j'ai dit, Coppola utilisera la méthode de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'il dépensera le budget très rapidement, et du coup, les producteurs qui ont déjà avancé beaucoup d'argent, mais n'ont pas un film plus ou moins exploitable, sont obligés de donner encore plus d'argent afin de finaliser le film. Comme j'ai dit, le film est un véritable miraculé. Même si Coppola avait déclaré ne pas avoir vraiment besoin du scénario parce que le livre lui suffisait. Il faut savoir que dans la version du scénario qu'écrivait Coppola, puisque Puzo et Coppola étaient séparés, chacun écrivait le scénario de leur côté, Coppola avait carrément collé des pages du livre directement dans le scénario. Pendant l'élaboration du scénario, Puzo met en garde Coppola comme quoi la mafia, qui avait bien apprécié le roman, risquerait de se rapprocher de lui afin de pouvoir l'utiliser. Il lui conseilla donc de garder ses distances, de ne pas les froisser, mais de garder ses distances. Puzo cependant ne put finir le scénario car il fut évincé avant la fin de celui-ci. Il ne fut même pas invité à la première mondiale du film, c'est dire. Chose assez drôle, c'est que dans le livre, à un moment donné, il est question d'un écrivain qui a justement vendu ses droits au cinéma et qui se fait maltraiter par le système hollywoodien en ce qui concerne l'adaptation. Un homme, hélas non crédité au générique, fut appelé pour aider à finaliser le scénario, un certain Robert Town, qui écrira en tout cas 2 scènes du film. Celle où Michael se prépare pour l'assassinat du restaurant, mais aussi la grandiose scène de discussion entre Michael et Vito dans le jardin, où ce dernier explique ce qu'il aurait voulu pour son fils. On comprend grâce à cette scène tout le drame de la famille Corleone qui a choisi l'illégalité pour survivre, mais qui espérait revenir dans la légalité grâce à Michael. Chose impossible, montrons bien qu'on ne peut ressortir de cet engrenage. De plus, cette scène prouve définitivement la valeur de Don Vito Corleone, car malgré qu'il est un criminel avec du sang sur les mains, il le fait avec un but tout à fait louable, un but universel, un but noble et un but que tout le monde peut reconnaître comme étant valable. Celui de survivre et celui de donner un avenir à ses enfants. Avant que le film ne soit mis en boîte, il faut savoir que ce film fut attaqué par la Italian American Civil Rights League, donc la Ligue des droits civils italo-américaine, qui accusait le film de véhiculer une mauvaise image des Italo-américains comme quoi ils seraient tous des mafieux, etc., etc. Ah bah tiens, dièse JW. Ah. Un petit détail intéressant et important à préciser, c'est que le président et créateur de cette association était un certain Joe Colombo, chef d'une des 5 grandes familles de New York. Oui, donc un baron de la mafia. Donc oui, encore une fois, on peut dire que les personnes qui défendent des causes défendent souvent leur cause.
Pendant ce temps, la pègre locale avait commencé à prodiguer certaines menaces de mort envers certaines personnes de l'équipe du film. Face à cette situation insoutenable, le producteur Al Ruddy eut un tête-à-tête direct avec Joe Colombo. Ruddy comprit assez rapidement qu'en fait la mafia ne voulait pas annuler la production du film, mais en fait avoir la main mise dessus et avoir son mot à dire. Que des membres de celle-ci obtiennent un rôle dans le film, que des mots italiens tels que mafia ou cosa nostra n'apparaissent jamais dans le film. En échange, les producteurs obtinrent un droit particulier, celui de pouvoir tourner dans une grande maison, et c'est la maison dans laquelle se déroule la scène du mariage. Il est donc tout à fait normal de comprendre la réputation qu'a ce film, comme quoi il flirtait un petit peu avec le milieu mafieux quand même. Au casting de ce film, nous avons un certain Marlon Brando dans le rôle titre du parrain Don Vito Corleone, qui nous livre ici une interprétation absolument grandiose. De par sa présence, sa classe, sa façon de se tenir, Brando incarne totalement son personnage et impose le respect. Dans toutes les scènes où il apparaît, et d'ailleurs même celles où il n'apparaît pas, il dégage cette aura qui fait que Don Corleone est un personnage au-dessus des autres. C'est un véritable trou noir qui aspire tout. Tout dans le film tourne autour de ce personnage. Il est l'élément central. Interprétation pour laquelle d'ailleurs Marlon Brando va gagner l'Oscar du meilleur acteur. Alors pour la petite histoire, si actuellement beaucoup d'acteurs vont prendre leur statuette et tiennent des beaux discours sur la liberté, sur l'environnement, etc., Marlon Brando, lui, a utilisé une autre méthode. D'abord, il a tout simplement refusé l'Oscar. Je trouve ça, personnellement, très couillu. À sa place, s'est présentée une jeune Apache qui fit un discours sur le traitement des Indiens dans le cinéma hollywoodien. Il faut savoir que cette intervention fut moyennement bien vue de la part du milieu. Pour tout vous dire, lors de la cérémonie des Oscars, il y eut autant des sifflets que des applaudissements, donc autant le dire que dans le milieu, ce n'est pas passé totalement très bien. Comme vous le savez tous, Marlon Brando était connu pour être plutôt très insupportable sur les tournages. Plus aucun producteur ne voulait à la base travailler avec lui, et c'est pour ça qu'à la base les producteurs refusèrent que Marlon Brando interprète ce rôle. Mais avec l'insistance de Coppola et Mario Puzo, les producteurs ont alors exigé des conditions très strictes. D'abord qu'il ne touche pas un salaire fixe, mais qu'il ne gagne de l'argent qu'en fonction de ce que le film rapportera. On peut dire que ça lui a rapporté un beau pactole. La deuxième était que s'il y avait un retard dû à un problème posé par Marlon Brando, celui-ci devait payer littéralement ce retard avec de l'argent. Et pour être sûr que cela se fasse, il devait même avancer une somme d'argent avant. Troisième et dernière condition, ils exigeaient que Marlon Brando passe une audition devant des caméras. Il faut savoir que Marlon Brando détestait passer des auditions. Le but de ces manœuvres était clairement de faire en sorte que Marlon Brando refuse le rôle lui-même directement. Mais le reste, vous le connaissez déjà. Marlon Brando accepta ces conditions et fit en effet une démonstration devant une caméra et bluffa absolument tout le monde. Bref, le parrain était né. Al Pacino, qui interprète Michael Corleone, était encore une exigence de Francis Ford Coppola. Un de ses premiers rôles, je me souviens la première fois que j'ai vu ce film, c'était avec des amis et au début on le trouvait littéralement mauvais. Il manquait clairement quelque chose, il avait l'air tout jeune, complètement perdu. Et plus le film avance, plus le personnage se révèle et plus le jeu de l'acteur évolue. Là où au début il semblait à côté de la plaque, à la fin du film, il est carrément flippant. Cette évolution montre d'ailleurs à quel point l'acteur a une parfaite maîtrise de son personnage et de son évolution. Bref, il est sublime, monumental. Pour la petite histoire, saviez-vous qu'Al Pacino n'était pas très content d'être nommé pour l'Oscar du meilleur second rôle, alors que Marlon Brando, lui, c'était pour le premier rôle. En effet, c'est lui, Al Pacino, qui a le plus de temps à l'écran, c'est lui qu'on peut considérer comme le personnage central, d'ailleurs la trilogie par la suite le prouvera. Maintenant, la question c'est, lequel des personnages est le plus important? Celui qui a le plus de temps à l'écran ou celui qui justement fait, comme j'ai dit tout à l'heure, cette espèce de trou noir et capte toute l'attention et autour duquel tout tourne? Ça, je vous laisse choisir. Nous avons James Caan qui interprète Sonny Corleone, bien qu'il ait fait des auditions pour interpréter le personnage de Michael. Qui interprète un personnage impulsif, peu capable de contrôler ses excès de colère et de violence. Bref, quelqu'un qui réfléchit peu et qui agit beaucoup, parfois beaucoup trop. C'est cela qui fait qu'il ne peut être l'héritier de son père. Il prend les choses trop personnellement. Et cela va le mener à sa perte. Pour la petite histoire, James Caan a dû témoigner plusieurs fois au tribunal en faveur de connaissances qu'il avait qui étaient accusées d'être du milieu de la mafia. Nous avons Robert Duvall dans le rôle de Tom Hagen, un personnage que personnellement je considère comme étant un des plus intéressants du film. Car c'est un être dévoué à la famille, un frère, un fils pratiquement, mais il n'est pas sicilien, donc il sait aussi que jamais il ne pourra être Don. Dans le roman, on nous explique que rien que le fait qu'il soit consigliere est déjà un problème. Et tout ce drame, on le ressent dans le personnage, car aussi intègre soit-il, il ne sera jamais un réel membre de la famille,
chose qui lui est d'ailleurs récriminée à un moment, même si par la suite la personne se reprend, on sent que c'est quelque chose qui est là et qui lui ronge le cœur. Si on regarde de plus près, on se rend compte que le personnage de Tom Hagen est l'exact opposé de Sonny. En effet, Sonny est la personne, comme on a dit tout à l'heure, qui a tendance à avoir des excès de colère, là où Tom Hagen, lui, est justement la personne réfléchie. Bref, Tom Hagen est en fait la personne parfaite pour être un Don, mais il ne peut pas dû à ses origines, et Sonny, qui a les origines, ne peut pas à cause de ses attitudes. D'ailleurs, félicitations au scénario d'avoir parfaitement réussi à retranscrire le drame personnel de Tom et à Robert Duvall de l'avoir si bien interprété. Nous avons aussi Diane Keaton qui interprète Kay Adams, donc la petite amie puis la femme de Michael Corleone. Pour la petite histoire, et pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que les demoiselles sont toujours amoureuses des gangsters dans les films, dans le roman il est précisé qu'en fait elle est très amoureuse de lui parce qu'il lui a fait l'amour comme personne avant. Donc Kay Adams, interprétée par Diane Keaton, est le personnage externe au milieu et c'est un peu le personnage qui nous représente nous spectateurs. C'est à elle que ce cher Michael explique le fonctionnement de la famille. Heureusement, il nous l'explique à nous aussi d'une certaine manière. Le film est un peu comme un film politique, en effet les mafiosi se réunissent comme des chefs d'État ou tout simplement des businessmen. Par de territoire, on négocie la paix, on échange de ressources. Lors d'une discussion, le personnage de Kay Adams dit à celui de Michael Corleone « Oui, mais les politiciens, eux, ils ne tuent personne. » Et c'est là que le personnage de Michael Corleone lui dit « Et qui est naïf maintenant ?» En effet, le film nous montre que c'est un petit peu la même chose. On reviendra là-dessus lorsqu'on parlera des thématiques réelles du film. Lenny Montana, dans le rôle de Luca Brasi, est un de ces acteurs qui serait justement lié à la pègre. Et quand il met un terme à sa carrière d'acteur, il deviendra homme de main de la famille Colombo. Lenny Montana était tellement stressé de jouer face à Marlon Brando qu'il n'arriva pas à jouer la scène dans laquelle son personnage est censé montrer du respect devant Don Vito Corleone de manière nette et précise. Il avait de la peine à parler, il bégayait, il hachait ses phrases, bref, il était complètement stressé. Pour la petite histoire, cette scène est absente du livre, et c'est là que Coppola a eu une excellente idée. Au lieu de retourner la scène, il eut l'idée de rajouter le moment où l'acteur essayait de répéter son discours. Donc en réalité, ce passage-là était juste un moment où l'acteur répétait son texte. Et c'est fut gardé avant, où on voit justement le personnage en train de répéter pour ensuite aller parler à Don Corleone, donc à Marlon Brando. Coup de génie, je vous dis. Gianni Russo, qui interprète le personnage de Carlo Rizzi, lui aussi aurait eu des contacts pas très fréquentables, on va dire. On raconte que Gianni Russo, un peu à la façon de Johnny Fontaine dans le film, a utilisé certains contacts afin de mettre la pression pour qu'on le mette dans le film. Il se trouve que l'acteur ne plaisait pas du tout à Marlon Brando qui le trouvait très mauvais acteur. Un jour pendant le tournage, Gianni Russo s'est énervé et s'est mis à menacer Marlon Brando. Ce dernier, croyant que Russo jouait en réalité la comédie, a été totalement époustouflé et le trouvait parfait pour le rôle. Gianni Russo s'entendait aussi très mal avec James Caan. Il faut savoir que James Caan, lors de la scène du passage à tabac, et bien que les coups ne soient pas réellement portés, on le voit clairement à l'écran d'ailleurs, a eu tendance à molester Gianni Russo et peut-être un petit peu trop se laisser aller puisque paraît-il il lui cassa entre autres deux côtes. Nous avons aussi le véritable chanteur Al Martino qui a évidemment des origines italiennes et qui interprète ici le personnage de Johnny Fontaine. Il est connu de tous que ce personnage s'inspire de Frank Sinatra et de l'encouragement qu'il a réussi à obtenir pour décrocher un de ses rôles. Dans le roman, le personnage est tellement développé que cela en devient troublant. Pour la petite histoire, Frank Sinatra a eu la chance de tomber sur Mario Puzo dans un restaurant. Les deux hommes ont failli se battre, car Frank Sinatra voulait bien lui faire comprendre qu'il n'avait guère apprécié comment le personnage était montré. Dans le film, évidemment, le personnage est moins développé que dans le roman, comme je vous l'ai déjà dit, mais qui plus est, le film a décidé de couper certaines scènes du personnage afin de rendre le rapprochement entre Johnny Fontaine et Frank Sinatra un peu plus trouble et donc un peu plus difficile à faire. La musique de ce film, on la doit au compositeur italien Nino Rota. C'est un compositeur italien qui a fait plusieurs musiques de films en Italie, ce qui ne l'a pas empêché de travailler aussi pour Hollywood. Il se caractérise surtout pour utiliser en fait un petit orchestre de chambre. La musique du parrain est une espèce de valse funèbre évoquant le côté sobre mais noir du film. Il faut savoir que Coppola avait donné des instructions très claires sur le type de musique qu'il voulait. Saviez-vous que la musique du parrain avait été nommée aux Oscars, sauf qu'elle a été disqualifiée pour plagiat. On va écouter un petit extrait du film La Fortunella, un film italien de 1958.
Ah oui, petit détail technique, c'est un plagiat certes, mais j'ai oublié de préciser que le compositeur de la musique de ce film italien, c'était Nino Rota lui-même, donc en gros il s'est plagié lui-même, c'est-à-dire il a repris un thème qu'il a lui-même composé, et qu'il a légèrement modifié, tout simplement, donc c'est pas si grave que ça finalement, non? Il aura donc fallu attendre la sortie du second film pour que Nino Rota touche enfin l'Oscar pour la meilleure musique de film. Il y a un autre compositeur dans le film, Carmine Coppola, qui comme vous pouvez l'imaginer est le père de Francis Ford Coppola, qui s'est occupé de la double musique très fanfare de la scène du mariage. Mais Francis Ford Coppola n'a pas mis que son papa dans le film, c'est un film sur la famille. Donc du coup, il a mis toute sa famille dans le film. Ainsi, sa maman, elle a un petit rôle de figurant dans la scène du restaurant, on voit ses enfants dans une ou deux scènes, on voit aussi qu'il a mis sa sœur, Talia Shire, dans le rôle de Connie Corleone, c'est quand même important, et les scènes du baptême sont en fait des vraies images du baptême de sa fille, Sofia Coppola.